Bon, là clairement le problème c'est que je ne sais pas par quoi commencer. Sur les courses review, j'ai fait toujours sans texte, je le fais au feeling. J'essaie de prendre un petit peu de recul, donc je tourne cette vidéo 24 heures après la course. Et clairement, je ne sais pas par quoi commencer tellement il s'est passé de choses. On a eu l'une des plus belles courses d'un point de vue endurance, d'un point de vue stratégie, c'était incroyable, clairement. On a vu des stratégies de fou, des pilotes de fou, des sorties de piste, des dépassements, c'était complet comme course. Je vais essayer de traiter ça le plus rapidement et le plus facilement possible. Le week-end dernier, le 21 avril 2024, a eu lieu les 6 heures d'Imola et c'est Toyota qui gagne la course devant Porsche et Ferrari. On a beaucoup de taf, clairement, c'est parti. Par quelque chose de plus simple avant de parler de toutes les hypercars, on va parler des LMGT3 où on a eu une course assez passionnante. En LMGT3, c'est BMW qui signe le doublé avec d'abord la 31 puis la 46 suivie de la Porsche numéro 92 du Mantei Pure X Racing, celle qui a gagné aux 1812 km du Qatar. Cette voiture, la 92, a mené toute la course quasiment et dès que la pluie est arrivée à 2 heures de la fin, ils ont fait les mauvais choix stratégiques et c'est BMW qui a su tirer son épingle du jeu et clairement ça fait plaisir, surtout que les deux BMW sont les seuls à finir dans le tour du leader. On a eu 2 abandons dans la catégorie. Le premier abandon, c'est la Ford numéro 88 qui clairement a passé sa vie dans les stands et a passé sa vie avec une voiture. J'ai l'impression que c'était des Lego, clairement c'était n'importe quoi. On la voyait toujours avec des pièces qui étaient détachées de la carrosserie, que ce soit l'avant, le fond plat, le diffuseur. C'était n'importe quoi cette voiture, j'ai pas compris, c'était un truc de fou. La deuxième voiture qui a abandonné, c'est l'Iron Dames malheureusement qui n'a fait que 35 petits tours. Elle a abandonné à cause d'un accident qui a eu lieu au départ. Alors j'ai essayé de voir avec le plus d'on-board possible et clairement c'était un peu bizarre ce qui s'est passé. Clairement sur le peloton des GT3 au départ, il y a eu des accélérations, des décélérations, des accélérations, des décélérations et je pense que personne dans l'eau ne savait réellement à quel rythme aller. Sauf que la Porsche 91 du Mantei Team, Emma, a clairement pas réussi à savoir comment jauger l'accélération, rentre dans le cul de la numéro 85 et se sort totalement de la piste alors qu'elle a même pas passé je crois la ligne de départ. La numéro 91 d'ailleurs est celle qui finit dernière de la course sans compter les abandons, elle est à 16 tours du leader des LMGT3. Sinon, Lexus a raté sa course, utilise les 2 places qui suivent la Porsche, donc la numéro 87 et la numéro 78, à 4 et 5 tours du leader. Ferrari finit 4ème avec la numéro 55, la 54, elle finit beaucoup plus loin, elle a eu une petite sortie de piste au début de la course. Les Aston Martin finissent 5e et 10e, donc les 2 voitures finissent dans l'entrée des points. McLaren 6e et 11e, on a la Ford 77 qui finit en 9e place, ça fait clairement plaisir. Et ma petite déception, je vais vous l'avouer, c'est les Corvettes, parce que quand j'ai suivi les essais, Corvette ils étaient en tête des essais libres 1, des essais libres 2 et aux essais libres 3 ils étaient pas dégueux. Sauf qu'en qualification, ils se qualifient 11e et 13e, ce qui fait qu'ils loupent l'Hyperpole, c'est quand même vachement dommage, mais les voitures américaines du TS Sport ont quand même fini 7e et 8e à 2 tours du leader. Ils font partie de ceux qui ont eu un peu de chance avec la stratégie et donc ils ont su profiter de cette occasion. C'est parfait pour eux. Donc voilà ce qui s'est passé en LMGT3. On a eu des batailles assez intéressantes même si le circuit ne le permettait pas forcément. Les stratégies malheureusement on n'a pas pu beaucoup suivre parce qu'il s'est passé énormément de choses en hypercar mais on va y venir. Mais on a eu une course assez sympathique. Au classement des voitures on retrouve donc les 2 voitures qui ont gagné une course cette saison dans les premières places. Même si la 92 a 17 points d'avance sur la 31. Il y a de grandes chances qu'elle arrive aux 24 heures du Mans avec le lead au championnat. Seulement 5 voitures n'ont toujours pas marqué de points, la 62 Iron Lynx, la McLaren 59, la Porsche 91 et les 2 Lexus. C'est vraiment dommage pour la Porsche parce qu'elle ne suit pas du tout les performances de sa copine qui clairement domine le classement avec 2 podiums, une première et une 3e place. Mais sinon on retrouve bien les constructeurs qui sont en force en ce moment. On a donc Porsche, BMW, Aston Martin et Ferrari qui vont sûrement se jouer la gagne jusqu'à la fin du championnat. Bon on peut maintenant attaquer les hypercars. Et là, on va faire comme la dernière fois, on va faire constructeur par constructeur. Et on va parler du moins bon constructeur de la grille pour cette course-là, c'est
Isotta Fraschini. Alors l'Isotta Fraschini, déjà ce qu'il faut être sûr, c'est qu'elle a fait des progrès. Clairement, elle est beaucoup moins en retard qu'elle n'a pu l'être aux 1812 km du Qatar. Elle n'a pas eu de problème de fiabilité non plus, donc ça c'est ultra rassurant et je dis chapeau à l'écurie italienne pour avoir autant progressé. Par contre, le problème de cette voiture, c'est les pilotes. Le premier relais a été fait par Jean-Carl Vernet, qui est un pilote platine. Elle avait quand même moins de rythme que ses concurrentes, mais ce n'était pas dégueu pour autant. Par contre, dès que Jean-Carl Vernet est sorti de la voiture et a laissé place à ces deux pilotes silver qui complètent l'équipage, c'était une catastrophe. On la voyait tous les tours sortir de la piste, c'était incroyable. Il y avait des sorties de piste à tous les virages, il y avait eu un accident à la dernière chicane. Clairement, les deux pilotes silver de cette voiture sont son plus gros point faible, alors que c'est la voiture la moins performante du plateau. Il faut clairement que Isotta fasse quelque chose, parce qu'ils ne peuvent pas se permettre d'être si peu performants avec des voitures en face qui sont ultra performantes et surtout des équipages qui sont monstrueux. Ils doivent aussi avoir un équipage monstrueux et clairement, avec tous les pilotes disponibles qui n'attendent que de rouler en hypercar, je suis désolé, mais il faut qu'ils saisissent l'occasion. Ils ne peuvent pas avoir un équipage platine et deux silver en hypercar pour essayer de faire quelque chose face à cette armada de tous ces constructeurs. C'est pas possible. Avec aucun problème de fiabilité, la voiture finit 17ème à 14 tours du leader. Sans problème de fiabilité, je le rappelle. Les deux voitures qui ont fini en dessous, c'est la Porsche Proton numéro 99 qui malheureusement a dû abandonner et la BMW numéro 15 qui a eu un énorme problème au départ et qui a eu des soucis de fiabilité aussi. Mais ça, on va y revenir. Vu qu'on est sur l'Isotta Fraschini, on peut parler du problème qu'elle a eu au départ. Dès que j'ai vu que les 6 heures d'Imola étaient annoncées, je savais que, au vu de la structure du circuit, dépasser, ça allait être ultra compliqué. Et surtout, la piste est ultra étroite. Le départ, j'étais sûr que ça allait être un carnage. Et ça n'a pas loupé. Alors au départ, Jean-Carl Vernet a freiné un peu trop tard par rapport aux autres, mais c'est pas forcément sa faute, c'est clairement un accident de course. Sauf que l'Isotta est rentrée dans l'Alpine numéro 36, qui elle est rentrée dans la Peugeot 94. Sauf que quand elle est rentrée dans la Cadillac, ça a fait un énorme bouchon. L'Alpine, elle, est rentrée sur la gauche sur la BM. La BM, elle, du coup, fait une queue de poisson et du coup, elle a dévié dans la Peugeot. Ça a refait sortir la Peugeot 93 un peu dehors, mais sans dégâts. C'était un bordel ce départ. Personne n'est fautif, clairement c'est un accident de course et il n'y a rien de fautif, c'est juste une erreur bête, humaine, il n'y a personne à pénaliser, clairement. Moi je trouve que c'est un accident de course, ça peut arriver dans les départs et j'ai qu'une hâte, c'est qu'il y ait un grabuge comme ça à la chicane d'Alop, hein. Clairement, j'en rêve. Blague à part, dommage du coup pour l'Alpine numéro 36 qui a pris de beaux dégâts et qui a dû faire ses réparations, tout comme la Peugeot numéro 94 et tout comme la BMW numéro 15 qui, dès le début de course, on sait qu'elles étaient hors jeu pour pouvoir faire un bon résultat. La Peugeot 94 finit, elle, 15e à 6 tours du leader. La numéro 36, elle, est à 1 seconde derrière. L'Isotta Fraschini, donc comme je l'ai dit, finit 17e à 14 tours du leader. Et la numéro 15, qui a eu les plus gros dégâts suite à l'accident qui est resté longtemps dans les stands au début de course, a eu un autre problème au milieu de la course et finit donc dernière des voitures classées en hypercar à 42 tours des leaders. Parlons vite fait de l'Alpine numéro 35 qui a vu un petit changement. En effet, Ferdinand Habsburg qui conduit dans cette voiture a eu un accident il y a 2 semaines et donc a été remplacé par Jules Gounon, le pilote essayeur, pour cette course à Imola. La numéro 35 a fait sa course, a suivi son rythme, elle n'était pas vraiment là, les Alpines étaient vraiment en difficulté dans cette course. Elle finit 13e à 4 tours du leader et plus d'un tour devant la voiture qui est devant elle. Donc vraiment, elle était un peu seule au monde pendant cette course. Un constructeur par contre qui m'a plutôt bien surpris au vu du rythme qu'elles avaient, c'était Lamborghini. Même si elle finit que 13e, donc en dehors des points, elle finit à 2 tours de la Toyota qui a gagné la course. Donc en soi, c'est pas dégueu. La voiture n'a eu aucun problème de fiabilité comme l'Isotta, donc ça c'est cool. Et d'ailleurs, il n'y a quasiment eu aucun problème de fiabilité pendant cette course. C'est vraiment très prometteur pour les courses plus longues comme les 24 heures du Mans. Mais la Lamborghini n'a pas été ridicule, elle a fait une course assez discrète, un peu moins que quand même les 1812 km du Qatar. Elle a d'ailleurs eu une meilleure performance en général. Et si jamais elle continue à progresser comme ça, on espère plus tard la voir pouvoir se batailler dans les points. On va vite fait aussi parler des Porsche privées qui, elles, ont eu pas mal de mal quand même pendant cette course. Les deux voitures du Jota et la Porsche Proton n'ont jamais été réellement dans le rythme de course. Aucune de ces 3 voitures finit dans les points. La mieux classée d'entre elles est la 38 qui est 11e. Et bien sûr la Porsche Proton qui est la seule hypercar non classée qui a fini sa course à peu près 1h40 du but sur des soucis mécaniques. En plus de ça, la numéro 12, on l'a souvent vu dans les graviers, il faut l'avouer, on l'a souvent vu dans les graviers pendant toute l'épreuve, surtout après le relais de Will Stevens qui a encore été exemplaire, qui jouait les points. C'est dommage, mais c'est comme ça. Ils vont se rattraper dans la prochaine course, mais au vu de la 2e place au Qatar qui rapporte beaucoup plus de points, ils ont encore de l'avance et sont toujours dans une bonne place au championnat.
Donc ça, ils ont de la chance. On va commencer à parler des constructeurs qui sont arrivés dans les points. Et le premier, donc celui qui a fini 10e, c'est la Cadillac. La Cadillac, comme convenu, n'était que 2 sur la voiture à la conduire. On avait donc Alexander Lynn et Earl Bamber qui conduisaient cette voiture. C'était Sébastien Bourdet qui les avait aidés au Qatar, mais il n'est pas là, vu qu'il était à Long Beach, qu'il a d'ailleurs gagné, ce petit coquin. Mais en tout cas, la Cadillac a fait une course assez discrète. J'avoue que ça m'inquiète un peu au vu du Mans, parce que s'il y a 3 voitures Cadillac qui sont discrètes, c'est pas forcément très cool. Surtout que l'année dernière, ils ont quand même fini 3e et 4e, ce qui est vraiment pas dégueu. Donc, ils ont une chose à faire aux 24 heures du Mans de cette année. Et ils ne peuvent pas se permettre d'être autant discrets qu'ils ne l'ont été pendant les 1812 km du Qatar et les 6 heures d'Imola. Bon, il est temps de parler de notre Française préférée. Quelle a été la performance de notre chère nouvelle Peugeot 9X8 ? La nouvelle Peugeot 9X8 a l'air de plutôt bien se débrouiller, il faut l'avouer. Elle a rencontré le problème au départ bien sûr, elle a eu un problème de levée de ponton aussi, la numéro 94 pendant un arrêt au stand, ce qui a donné une image assez folle où c'était un coussin d'air gonflé qui soulevait la voiture. C'était assez lunaire, il faut l'avouer. Et la 93, alors qu'elle se battait pour une bonne position dans les points, a eu un problème de boîte de vitesse pendant quelques secondes et heureusement a pu repartir. Elle finit 9e à 2 tours de la Toyota qui a gagné. Mais ce qui est sûr, c'est que je trouve cette Peugeot prometteuse. J'ai hâte de voir comment elle va évoluer à Spa, puis aux 24 heures du Mans. La course n'était pas ridicule, il y a encore des choses à travailler bien sûr, mais la voiture est toute nouvelle. Laissons-lui le temps de se développer et de s'améliorer. Le prochain constructeur dont on va parler, clairement ça me fait ultra plaisir de le voir aussi bien placé puisque l'une des voitures certes a eu beaucoup de problèmes au départ, mais l'autre a eu une très belle course et permet de finir 6e, c'est BMW. La BMW numéro 20 déjà a été ultra bien qualifiée, elle a été en hyperpole et ça lui a permis de faire une très belle course. Elle s'est bataillée avec des Toyota, avec des Porsche, elle a failli faire le podium à la fin parce que le rythme de Sheldon van der Linde qui était à bord de cette voiture était incroyable. Mais malheureusement n'a pas pu le faire à cause d'une stratégie un peu bancale, mais c'est ultra prometteur. C'est clairement le nouveau constructeur qui s'en sort le mieux en ce moment, en ce début de saison. Ça fait ultra plaisir. J'ai hâte de voir comment la voiture va évoluer, surtout que le type WRT, la prochaine course c'est à Spa, et la Belgique, c'est course à domicile. Ils n'ont pas intérêt de se louper, et je suis vraiment content du progrès qu'ils font, et j'ai qu'une hâte, c'est qu'ils continuent à performer comme ça. Bon, je crois qu'il est l'heure de parler du petit loup dans l'histoire là. On va parler du plus gros échec de cette course, même si en soi la mieux classée finit 4e, ce qui est pas dégueu. Mais on va parler de Ferrari. Ferrari a dominé toutes les séances d'essai, a dominé les qualifications et classé 3 Ferrari 499P sur les 3 premières places de la grille de départ pour la course. En début de course, la voiture mène et écrase la concurrence, clairement, et surtout, il tente des stratégies un peu bizarres, mais qui fonctionnent. Je sais pas si vous vous souvenez, mais dans la vidéo où je parlais de la victoire de Ferrari aux 24 heures du Mans, j'ai dit que le point faible de cette voiture, c'était la chauffe des gommes. Et quel est le meilleur moyen d'éviter de faire chauffer ces gommes ? Bah, de pas changer de gomme. La 51, avec Antonio Giovinazzi à son bord, a roulé pendant 3 heures avec le même train de gomme et a presque fait 120 tours. C'est exceptionnel. La numéro 50 et la numéro 83 étaient elles sur d'autres stratégies, mais clairement, les 3 Ferrari fonctionnaient à merveille. Mais là est arrivé le gros problème de la fin de course, et surtout ce qui a animé cette fin de course qui était exceptionnelle, la pluie est arrivée. Sauf que la pluie est arrivée qu'à un seul endroit, dans le dernier secteur de la course. Et donc, il y avait un tiers de la piste qui était mouillée et 2 tiers de la piste qui était sèche. Il fallait donc faire un choix entre garder les pneus slick et changer avec des pneus pluie. Tous les constructeurs, sauf Ferrari, s'est arrêté dès la sortie de la safety car pour chausser les pneus pluie. Les ingénieurs de Ferrari disent qu'ils pensent que la pluie ne va pas durer. Et du coup, les Ferrari font 2, 3, 4, 5, 6 tours avec des pneus tendres alors que le dernier secteur est trempé à mort. Mais les performances des voitures entre celles qui ont des pneus pluie et celles qui ont des pneus tendres, et bah clairement c'est à peu près les mêmes. Surtout que l'évolution de la météo ne changeait pas. Et clairement, moi je trouve que le choix de Ferrari était le bon. Pour moi, la pluie n'allait pas forcément durer non plus vu qu'il avait quasiment arrêté de pleuvoir à ce moment-là et que la piste allait sécher et surtout que la trajectoire de piste allait sécher. Surtout que les pneus pluie sont faits pour évacuer de l'eau et donc allaient faciliter le travail des Ferrari pour sécher la trajectoire de course. Sauf que Ferrari fait donc maintenant le mauvais choix. Ils arrêtent la 50, la 51 et la 83 au stand quelques tours après tout le monde pour chausser des pneus pluie. Et quand ils ressortent, et bah c'est dur de les faire monter en température, ils font des erreurs et perdent énormément de temps. Avec ça, ils ont quasiment perdu un tour. Sauf que quelques tours plus tard, eh bien la piste a séché et tout le monde
commencent à chausser des pneus médiums et donc des pneus lisses. Et quand tout le monde est sorti, je pense surtout à la Toyota numéro 8, et bah ils avaient aucune, mais alors aucune adhérence. Ils faisaient que sortir, ils prenaient des virages à 30 km/h limite. Clairement, c'était le truc à éviter. Si les Ferrari étaient restés avec leurs pneus tendres et qu'ils avaient attendu que la piste est sèche, ils auraient de une pas perdu de temps dans leur premier arrêt au stand pour choisir des pneus pluie, et donc le temps perdu pour chauffer cette gomme. Et en plus de ça, juste après, ils se sont encore une fois arrêtés pour chausser des pneus médiums et donc repasser en pneus 10 et donc devoir les faire rechauffer. Et donc là, je pense qu'ils ont au moins perdu 2 tours. Je pense clairement que si Ferrari n'avait pas en cours de route changé leur stratégie et passé en pneu pluie pour repasser en pneu tendre après, je pense que les 3 Ferrari auraient monté sur le podium avec un tour d'avance sur tout le monde. Mais malheureusement, ils ont décidé de changer de stratégie en cours de route, qui était la seule option à ne pas faire. Malheureusement, ça arrive de se tromper. Le problème, c'est que ça arrive à domicile, alors que c'est la voiture qui dominait le classement, qui était la plus rapide. Ils vont vraiment devoir se rattraper pour les prochaines courses pour ne pas faire d'erreur, pour essayer de gagner des courses et potentiellement le championnat. Donc mon avis final sur la stratégie de Ferrari, pour moi, la stratégie au début était la bonne. Ils auraient jamais dû changer en pneus pluie en cours de route de leur stratégie, changer d'avis quoi, parce que je pense que s'ils avaient réussi à survivre le dernier secteur pendant, allez, 10-15 tours de plus, la stratégie elle était parfaite. Peut-être que les voitures avec leurs pneus pluie seraient un peu passées devant, mais elles auraient perdu énormément de temps à changer des gommes et les faire chauffer juste après, ce que Ferrari n'aurait pas eu besoin de faire. Donc pour moi, la meilleure stratégie c'était de garder les pneus lisses pendant la pluie. D'ailleurs, si vous regardez les BMW qui ont gagné en catégorie LMGT3, qui finissent donc un tour devant tout le monde, c'est la stratégie qu'ils ont faite. La Porsche numéro 92 qui a mené le classement pendant toute la course, si elle perd, c'est uniquement parce qu'elle a chaussé des pneus pluie, puis est revenue au tendre, alors que les BMW ne l'ont pas fait. Donc je pense que Ferrari, ça aurait pu largement marcher. La seule chose qu'il fallait pas faire, c'était sortir au dernier secteur. Je pense qu'on est passé à côté d'une masterclass stratégique. On a encore 2 constructeurs à parler pour aujourd'hui, et le premier dans lequel on va parler, c'est celui qui a fini 2e et 3e, c'est Porsche. Porsche a réussi sa course de bout en bout. Ils ont quasiment eu aucun problème. Ils se sont toujours bataillés avec la tête de course, a eu une stratégie plutôt cool, et clairement, ils méritent leur 2e et 3e place de la course à 7 et 25 secondes de la Toyota qui a gagné. À la fin de la course, la Porsche numéro 6 remontait à balle sur la Toyota numéro 7. Mais quand je dis à balle, c'était à balle. Elle gagnait quasiment 1 seconde 5, voire 2 secondes par tour sur la Toyota. Elle avait tellement, mais tellement plus de rythme, parce que la Toyota, elle, devait économiser de l'essence pour être sûre de ne pas avoir à faire un dernier splash and dash avant la fin de la course. Sauf que malheureusement, la Porsche numéro 6 a eu une pénalité avant le début de la course, 5 secondes ajoutées sur le temps de course parce que elle a dépassé pendant la procédure de full course yellow. Du coup, à la fin de la course, pour que la Porsche numéro 6 gagne, il fallait qu'elle, de une, dépasse la Toyota numéro 7 et surtout finisse avec plus de 5 secondes d'avance sur elle, ce qui est clairement très compliqué. Je pense que s'il n'y avait pas eu cette pénalité, la bataille aurait été un peu plus folle de la part de Kevin Estre, parce que je pense qu'il se serait beaucoup plus donné qu'il s'est donné maintenant. Là, il savait que c'était un peu chaud à cause de la pénalité, donc je pense qu'il a préféré assurer la 2e place, ce qui est aussi raisonnable. Mais ce qui est sûr, c'est que Porsche continue à assurer. Ça fait 2 courses de suite que la Porsche numéro 6 et la Porsche numéro 5 sont montées sur le podium au général. Ça fait extrêmement plaisir. Il n'y a qu'une seule voiture qui change. La dernière fois, c'était la Porsche numéro 12 du Jota. Cette fois-ci, c'est la Toyota numéro 7 du Toyota Gazoo Racing. Moi, j'ai un truc à dire à Toyota. Toyota, c'est le constructeur que j'aime le moins. J'ai détesté les voir jouer la gagne contre Audi et Porsche pendant l'ère LMP1. Dès que je les voyais perdre, et ben je me moquais d'eux. Pendant qu'ils ont dominé la course entre 2018 et 2022, clairement j'en pouvais plus, je voulais juste les tuer un par un. Alors, pendant 2023, alors qu'ils dominaient devant toutes les hypercars, je voulais également les exterminer. Mais je vais vous avouer un truc, Toyota, aujourd'hui, ils m'ont fait trop plaisir. L'autre jour, sur une de mes vidéos, je disais que Toyota doit montrer que c'est eux les boss du game, que c'est eux qui ont de l'expérience, que c'est eux qui font les meilleurs choix. Et clairement, aujourd'hui, ils nous l'ont prouvé de bout en bout. Déjà, ils ont lutté avec toutes les voitures, ils étaient en chasse toute la course, donc clairement, que ce soit la 7 ou la 8, ils n'ont pas du tout connu une course de tout repos. La numéro 8 a eu un peu plus de problèmes que les autres, il est vrai, il y a eu plusieurs sorties de piste, elle finit 5e, ce qui est déjà vraiment bien. La Toyota numéro 7, quant à elle, c'est la course qui a fait la plus belle course de toute la grille. Déjà, Mike Conway, dans son premier relais, il a été magistral, il a fait des dépassements de fou, il a tout géré, je trouve qu'il a été exemplaire. Sur le deuxième relais, quand c'était Nick De Vries qui était au volant, là aussi c'était une masterclass. Il a fait un dépassement sur sortie de full course yellow sur la Ferrari numéro 50 pour prendre la 2e place qui a été magistral. Et quand la pluie est arrivée,
Toyota a fait les bons calls de bout en bout. Ils sont sortis premier et troisième du début de la pub, clairement c'était fou, sauf qu'ils devaient rouler à l'économie pour être sûr de ne pas avoir à faire un splash and dash avant la fin de la course. Et là, on a eu une course de gestion parfaite de Kamui Kobayashi qui, en plus de ça, a résisté aux attaques de Kevin Estre et à la pression qu'il mettait, tout en devant augmenter le rythme pour être sûr qu'il ne nous dépasse pas. C'était clairement une course magistrale de la part de la Toyota numéro 7, même si tous les pilotes ici présents en hypercar sont des monstres de fou. Je pense que le meilleur équipage de tout le lot, c'est bien celui de la numéro 7. Et quand on a le meilleur équipage, l'une des meilleures voitures et la meilleure équipe du plateau, c'est sûr, ça gagne. Je pense que c'est l'une des plus belles courses du WEC de l'histoire de Toyota. Si jamais je dois retenir une autre course de Toyota pendant le WEC où ils ont été incroyables, c'est Fuji en 2016. Sinon, à part ça, je vois pas vraiment de courses où ils ont été magistraux. Ils ont surtout fait des courses où ils ont énormément dominé parce que la voiture aidait. Et ça, c'est normal. Mais là, ils n'avaient pas la meilleure voiture, mais ils ont eu la meilleure stratégie, les meilleurs pilotes et les meilleures actions à faire, la meilleure gestion d'économie et tout. Donc ils méritent amplement leur victoire. Bref, voilà le classement à l'issue de la course. Clairement, on a eu une course formidable. On a les 5 premières voitures qui se tiennent en 30 secondes. C'est assez fou. On a ensuite 3 voitures derrière. Ensuite, c'est un peu plus le grabuge. Mais clairement, on a eu des luttes dans tous les sens. C'était fou. Au classement des voitures, c'est comme pour les LMGT3. C'est les 2 voitures qui ont gagné des courses qui sont premières du classement. La Toyota numéro 6 qui a 16 points d'avance sur la Toyota numéro 7. La Porsche numéro 5 est elle un petit point derrière. Et ensuite, c'est très serré avec les Ferrari, les Porsche et la BMW numéro 20 qui a 10 petits points. Seulement 6 voitures n'ont toujours pas gagné de points cette saison. L'Alpine 36, la Lamborghini 63, la BMW numéro 15, la Peugeot 94, l'Isota et la Porsche numéro 38. Au classement des constructeurs où seules les voitures engagées officiellement comptent, on a toujours Porsche qui est devant avec 57 points, Toyota avec 48 et Ferrari avec 31. On a clairement les 3 forces du plateau qui se dégagent. BMW, Alpine, Peugeot, Lamborghini et Cadillac suivent et Isota Fraschini est le seul constructeur aujourd'hui qui n'a gagné aucun point. Pour la Coupe du Monde des équipes, on a la numéro 12 du Team Jota qui est première, suivie de très près, passe à la 83 du AF Corset. Proton et l'autre Jota sont un peu plus derrière quand même. Je vais finir sur un dernier petit point qui est le circuit d'Imola pour le WEC. Déjà, je trouve que le circuit d'Imola est techniquement l'un des plus intéressants qu'on a en Europe et dans le monde. Le circuit est ultra exigeant, il y a des virages de fou, ça attaque dur, mais pour une course du WEC, je suis encore un peu mitigé. Je trouvais la gestion du trafic exceptionnelle. Clairement, c'était un truc de fou, c'était n'importe quoi. Mais le problème, c'est qu'on a eu presque aucun dépassement en piste à la régulière. C'était donc un jeu de stratégie de fou. Alors d'un côté, il y a le gars en moi qui adore les jeux de malice, de stratégie et tout comme on a pu voir aujourd'hui. Ça clairement c'est quelque chose que je trouve incroyable. Mais d'un autre côté, le gars qui adore les actions en piste comme on a pu en avoir au Qatar, là du coup ça me manque un peu. Mais j'ai bien aimé ce côté où le circuit était ultra exigeant et qu'il fallait l'être pendant plus de 6 heures de course. Donc clairement, je pense que si jamais les 6 heures d'Imola sont à refaire, je dis un grand oui. Voilà, vous savez ce que j'ai pensé de cette course. Clairement, on a eu une course assez fabuleuse, assez chaotique et clairement ça fait plaisir. C'était encore plus beau que les 1812 km du Qatar. C'était quasiment plus beau que toutes les courses qu'on a eues en 2023. On a eu une course de fou furieux. La prochaine, c'est dans 3 semaines à Spa-Francorchamps. Et alors là, par contre, on va avoir des batailles en piste. Il va sûrement repleuvoir parce qu'on est à Spa-Francorchamps quand même. Sûrement repleuvoir aussi que sur une petite partie de la course. Ce sera le premier véritable test avant les 24 heures du Mans vu que ce sont des circuits qui techniquement et aérodynamiquement se ressemblent énormément. C'est là qu'on va avoir des premières réponses peut-être aux prochaines questions qu'on va avoir. Qui va remporter les 24 heures du Mans 2024? En tout cas, j'ai très hâte. On se retrouve dans 3 semaines pour la course. Je vous donne rendez-vous très vite pour la suite des vidéos. Abonnez-vous à cette chaîne pour continuer à suivre le WEC. La bise!